Bonjour, bienvenue à toutes et tous à cette webconférence. Alors ce soir, on est particulièrement heureux de retrouver Madame Riche qu'on avait entendue au mois de avant l'été et qui nous avait fait une conférence sur la dénutrition. Et puis pendant cette conférence, on a eu beaucoup de questions d'auditeurs, d'auditrices qui nous disaient mais moi j'ai eu un problème, plutôt j'ai pris du poids et donc on a décidé en direct de mettre en place cette webconférence sur la prise de poids. Donc, Madame Riche, vous êtes cadre diététicienne à l'Oncopole Toulouse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et donc, on sera avec deux patientes qui vont nous donner leur témoignage. Leslie, que vous connaissez bien de MRCP. Bonsoir Leslie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Et Thoraya qui va nous rejoindre. Et Thoraya est bien connue, je crois, sur mon réseau Cancer du sein. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne webconférence. Laure, je te laisse la parole. Alors moi, je suis ravie effectivement qu'on aborde ce thème, qu'on prenne finalement plus de temps pour parler alimentation, nutrition, kilos qu'on perd ou qu'on prend. Donc j'ai remis dans le lien la conférence de l'été dernier qui se concentrait sur la perte de poids. Mais c'est vrai que sur nos réseaux, qu'on soit une femme ou un homme, ce sujet de j'ai pris des kilos, je me sens pas forcément si bien que ça, j'ai du mal à calmer le jeu, on va dire, et surtout c'est encore plus difficile de perdre des kilos. C'est un vrai sujet qu'on retrouve sur nos 4 réseaux, donc que ce soit un cancer du sein, un cancer gynéco, un cancer du poumon, un cancer colorectal. Et c'est vrai que en fonction des maladies, on va dire qu'il y a parfois l'idée que on s'attend un peu. On entend parler du fait qu'il faut faire attention à son poids, qu'on risque d'en prendre, mais il y a d'autres maladies où c'est tout à fait inconnu, donc il n'y a pas du tout cette information et ça peut aussi contribuer à des difficultés. Et donc, on va donc donner la parole à Muriel Richel pour que on ait déjà un peu des éléments, qu'on comprenne un petit peu l'évaluation, les propositions qui peuvent être faites pour accompagner les patients. Et ce qui va être très précieux, c'est qu'on va pouvoir après écouter nos 2 patientes avec 2 témoignages très concrets sur la réalité de la prise de poids et comment on gère tout ça dans la vraie vie. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions tout au long de cette rencontre et avec Oriane, en deuxième partie et avec nos différents invités, on tentera d'y répondre. Vous êtes très nombreux, donc ça va être compliqué. Donc, n'hésitez pas à vraiment proposer des questions qui ne sont pas des cas particuliers. On ne pourra pas répondre à chaque situation individuelle, mais plutôt vraiment quelque chose qui puisse s'adresser à l'ensemble des personnes ce soir. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Muriel. Et très bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde et merci de me faire intervenir. Vous m'entendez bien ? Oui, ok. Donc, j'anime régulièrement des ateliers d'éducation thérapeutique où nous parlons de prise de poids, d'alimentation équilibrée et de fake news. Donc, il me semble que je suis légitime pour vous parler de la prise de poids parce que je sais à quel point ça anime beaucoup de personnes en cancérologie. Alors, on va démarrer le diaporama. Merci. Alors, la prise de poids, elle est méconnue en oncologie. Certes, elle est moins fréquente que la perte de poids, mais on n'en parle pas assez. Comme l'a dit Laure, elle ne concerne pas que les femmes traitées pour un cancer du sein. Mais là, j'ai pris les chiffres que l'on trouve le plus facilement dans la littérature qui concernent le cancer du sein. Et il y a en général, entre la chimiothérapie et l'hormonothérapie qui peuvent bouleverser le poids, mais cette prise de poids, elle concerne une personne sur 2. Et en moyenne, la femme prend 3 kilos et parfois, ça peut aller jusqu'à 5 kilos pour un tiers des patientes. Bon, le maximum que l'on voit, c'est 10 à 12 kilos. C'est difficile de trouver des conseils adaptés pour vous ou des interlocuteurs formés.
Le gain de poids, il va affecter le bien-être et l'image de soi. Quand j'anime les ateliers ou quand j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer de Toulouse, j'avais souvent des témoignages de personnes qui remettaient en question leur hormonothérapie en lien avec cette prise de poids, justement. Et elle représente un facteur de risque sur les maladies cardiovasculaires, mais également sur d'autres pathologies cancéreuses. Les causes, elles sont multiples. Alors, la plus connue, c'est l'hormonothérapie, parce qu'elle va bloquer ou supprimer les hormones. Ça va ralentir ou diminuer ou faire cesser la croissance des cellules cancéreuses. Alors ça vaut pour le cancer du sein ou de la prostate. Il y a également, et c'est moins connu, les thérapies ciblées, pas toutes, mais certaines thérapies ciblées. Alors, je suis pas médecin, je suis pas la plus spécialisée dans ce domaine, mais par exemple, les inhibiteurs ALK, vous avez là deux noms d'inhibiteurs vont majorer la prise de poids. Vous avez aussi la cortisone, qui est prescrite pour calmer les nausées ou diminuer l'inflammation, qui va générer une prise de masse grasse. Il y a également la chirurgie qui va entraîner une ménopause induite par ce traitement-là. Et également certaines chimios, et là, on ne sait pas encore comment ça marcherait, mais la chimio diminuerait le métabolisme de base. Donc, quand notre métabolisme de base est diminué, eh bien, on va prendre du poids. Et alors ça, c'est tout ce qui est lié au traitement, mais à côté de ça, on a aussi des grignotages qu'on peut conseiller nous-mêmes, diététiciens, aux patients qui ont des nausées. Donc on va leur dire, testez le fait de grignoter souvent, vous verrez, ça va calmer vos nausées. C'est vrai, mais là aussi, parfois, il y a un prix à payer, et c'est la prise de poids. Et il y a la diminution de l'activité physique aussi. Donc vous voyez, il y a de nombreuses raisons pour prendre du poids. Alors, dans ces cas-là, quoi faire? Alors, l'ENCA nous donne des recommandations théoriques. Je ne vous les apprends pas, je les lis avec vous. Bon, être actif physiquement, au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, avoir une alimentation riche en céréales complètes, en légumes secs, en fruits, en légumes, limiter sa consommation de fast-food ou d'alimentation hyper transformée, et maintenir un poids santé. Seulement ça, on sait bien que c'est la théorie, mais que c'est difficile à faire, d'autant plus que vous êtes souvent dans une période de grande vulnérabilité et que ce n'est pas facile d'être motivé tout seul dans son coin. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de se faire accompagner. Alors, accompagner par qui? Ben, c'est pour ça que on en parle ce soir, ça c'est pas connu. Donc les établissements de santé, malheureusement dans la plupart des cas, on n'aura pas les ressources pour vous accompagner. Je prends l'exemple de ce que je connais, les centres de lutte contre le cancer. On est dédié à la lutte contre la dénutrition ou à l'adaptation nutritionnelle des conséquences des traitements du cancer. Et malheureusement, on n'a pas assez de ressources pour vous conseiller et vous suivre plusieurs fois, parce que la prise de poids, ça sert à rien si on fait une seule consultation, on fait que générer des frustrations. Donc, nous, on va pas dans les centres de lutte contre le cancer pouvoir vous suivre. Certains CHU sont dotés d'une consultation dédiée à votre problématique, mais c'est pas le cas de tous les CHU. Et les établissements privés n'ont pas non plus toutes les ressources. Vous pouvez être orienté vers des initiatives locales financées par des associations. À Toulouse, on a en particulier Étincelle qui propose des consultations gratuites, mais ce sont des initiatives qui ne sont pas sur tous les départements. Donc, sur la diapo suivante, je vous montre vers quoi vous pouvez vous orienter. Et on va détailler après ces trois possibilités. En un, il y a le réseau Oncodiète, les ligues contre le cancer et un dispositif pas très connu, le parcours personnalisé de soins après cancer. Donc, je vais commencer par détailler le réseau Oncodiète. Alors, c'est un réseau créé en 2017 sur le constat des diététiciennes des centres de lutte contre le cancer. Le constat, c'est qu'il y a de plus en plus de patients traités
qui prennent du poids, c'est que les effectifs des services ne sont pas suffisants et que du coup, c'est très frustrant et pour les patients et pour nous de dire on n'a rien à vous proposer. Les orienter vers des diététiciens, c'était risqué. Pourquoi? Parce que on ne sait pas quel discours ils vont tenir, on ne sait pas s'ils sont formés à la cancérologie et le prix de la consultation, enfin la consultation diététique n'est pas encore remboursée et le prix peut être variable. Donc on a créé à partir de ce constat un réseau qu'on appelle Oncodiète, comme vous le voyez sur la diapo avec un S. À ce jour, on recense 422 diététiciens libéraux. Ils vont signer une charte dans laquelle ils s'engagent. Alors ils s'engagent à quoi? À se former. Il y a des formations de cancérologie qui sont des prérequis pour intégrer le réseau. Ils s'engagent à respecter un tarif de 45 €, que ce soit pour une consultation initiale ou pour un suivi. Ils s'engagent également à tenir un discours validé par les sociétés savantes et ils s'engagent à maintenir leur niveau de connaissance par une formation gratuite que l'on donne avec mes collègues des CLCC une fois par an et qui désormais peut être suivie en visio. Donc on n'a pas besoin d'habiter Paris ou la région toulousaine pour se tenir à jour. Voilà. Ou trouver une oncodiète près de chez vous. Ben, j'ai mis sur la dernière diapositive sur la bibliographie le lien qui peut vous aider à trouver une oncodiététicienne. Il est préférable d'aller voir l'oncodiététicienne munie de ce flyer, c'est un flyer unique et national que normalement votre diététicienne ou votre médecin consignera, mais vous pouvez également aller voir une oncodiète sans avoir ce flyer. Nous, sur la région Occitanie, on a ce flyer également papier qui donne les coordonnées des oncodiètes sur l'Occitanie Est et Ouest. Voilà pour ce dispositif. Je répondrai à vos questions s'il y en a à la fin pour les oncodiètes. Deuxième possibilité, la Ligue ou plutôt les ligues contre le cancer. Il y a 103 comités, quasiment tous les départements sont équipés d'une ligue. Alors là, la proposition, elle est variable. En général, pour une adhésion annuelle de 8 à 10 €, vous aurez des consultations individuelles avec une diététicienne de proposer ou des ateliers culinaires de groupe ou les deux. Encore une fois, je prends un exemple toulousain. Sur la Ligue du 31, pour une adhésion, vous pouvez bénéficier de 3 consultations avec la diététicienne. Donc, on peut considérer que ça ne sera pas suffisant, mais que c'est un bon début. Et enfin, un dispositif qui s'appelle Parcours de soins global personnalisé après cancer, qui peut permettre aux patients, alors quels sont les patients concernés? On va regarder le texte. Les patients concernés sont les patients qui se présentent après les traitements les plus lourds du cancer. C'est à partir de la fin des traitements actifs et au plus tard 1 an après cette échéance. Il faut qu'ils bénéficient de l'ALD. Mais si vous êtes en cours de traitement lourd sur votre établissement, vous ne pouvez pas en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que quand vous êtes traité, vous pouvez bénéficier de ces soins de support dans l'établissement. Ce qui n'est pas complètement exact parce que comme je vous l'ai dit, pour le diététicien, vous ne pourrez pas voir un diététicien dans tous les établissements. Le gros avantage de ce parcours, c'est qu'il va vous permettre d'aller voir un diététicien et ou un éducateur en activité physique adaptée et ou un psychologue. Donc en pratique, comment faire? Vous allez vous munir d'une prescription. Je vous conseille d'aller sur les sites de l'ARS qui donnent des modèles de prescription. J'en ai mis un là, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors là, c'est un exemple qui est sur l'ARS Occitanie.
Je suppose qu'il n'est pas très lisible sur votre ordinateur, mais vous allez sur l'ARS Occitanie et vous trouverez un fichier où vous allez trouver cette ordonnance. Moi, sur les ateliers d'éducation thérapeutique, je donne ce modèle aux patientes pour guider leur médecin, parce que souvent les médecins ne connaissent pas le dispositif ou le connaissent mais ne savent pas quoi prescrire. Donc c'est un bon guide et sachez que le pédiatre, le médecin traitant, votre oncologue peut prescrire ce parcours. Donc muni de l'ordonnance qu'aura réalisée le médecin, vous allez identifier la structure la plus proche. Donc là aussi, il vous faut aller sur le site de l'ARS de votre région et il propose une carte et en fonction de votre département, vous pouvez voir les structures où vous souhaitez aller. Alors malheureusement, il y a une inégalité en termes de densité de dispositifs parce que là, c'est sur notre région, vous voyez que si vous êtes dans le 65, bon, déjà il y a un dispositif, mais le 65 est vaste, donc si vous n'êtes pas près de ce dispositif, ça sera plus difficile qu'en Haute-Garonne où on a 4 dispositifs. Voilà. Donc, pour revenir à la démarche, vous avez votre prescription, vous avez identifié la structure et vous allez avoir un rendez-vous qui va vous permettre de déterminer vos besoins. Peut-être que vous n'imaginez qu'une chose, c'est-à-dire j'ai besoin d'un diététicien ou j'ai besoin d'un psychologue. Mais c'est sur la rencontre avec une personne qui est formée que vous allez identifier votre parcours. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez droit qu'à un panier de 180 €. Alors, c'est bien 180 €. Mais si vous identifiez que vous avez besoin des 3 professionnels, ça va diminuer la fréquence, les occurrences pour voir chaque professionnel. Mais on peut imaginer que si vous souhaitez voir un professeur d'APA à 1 ou 2 reprises et que tout le reste va bénéficier à des consultations diététiques, vous serez suivi un peu plus que si vous alliez voir la Ligue contre une diététicienne à la Ligue contre le cancer. Donc là, j'ai mis des copies d'écran de l'exemple de l'ARS de Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très pédagogique aussi. Ne vous contentez pas d'aller voir ce que dit votre ARS de région. Et là, il y a également toutes les structures qui proposent ces ressources. Voilà. Maintenant que je vous ai donné les 3 orientations possibles, j'aimerais pour finir vous alerter sur le fait qu'avant d'initier une démarche pour perdre du poids, il ne faut pas le faire n'importe quand. Ne démarrez pas si la motivation n'est pas au rendez-vous, vous ne feriez que vous décourager. Parce qu'encore une fois, vous pouvez être dans une période où vous êtes vulnérable et démarrer une démarche, on sait que ça va être consommateur d'énergie pour faire des courses, pour préparer des plats sympathiques. Donc, attendez que la motivation elle soit présente. Encore une fois, moi je vous conseille de vous faire accompagner. Méfiez-vous des régimes stricts, sans féculents. Normalement, tous les professionnels là qui sont sur ces 3 ressources présentées ne vous proposeront pas des pratiques trop strictes ou sans féculents. Ça va développer des frustrations et ça risque également de développer chez vous des troubles du comportement alimentaire. Attention aux jeûnes thérapeutiques, au régime cétogène. Moi, ça fait une dizaine d'années que le jeûne peut être conseillé par des professionnels. Nous, aujourd'hui, que nous disent les sociétés savantes, c'est que l'intérêt du jeûne ou du régime cétogène n'a pas été démontré. En revanche, ce qui a été démontré, c'est que ça va majorer la dénutrition qui, elle, est délétère. Donc, attention aux professionnels qui vous conseillent ça. Et après, méfiez-vous également des professionnels qui vont commercialiser des produits complémentaires. Voilà. Ça peut être dangereux. Donc, voilà quelques signes d'alerte. Et après, en attendant le rendez-vous, parce que je sais que certains d'entre vous sont motivés et qu'ils vont prendre rendez-vous dès demain, sachez que le premier objectif, c'est stabiliser le poids.
Si déjà vous arrivez à stabiliser le poids, ce sera une belle victoire. Et après, vous avez des conseils qui sont réalisés par de très bons professionnels sur le site Manger Bouger. Là aussi, je vous engage à aller voir le site, vous trouverez la biblio. Et je vais prendre 2 minutes. Est-ce que je les ai, les 2 minutes, pour partager l'écran? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, partager l'écran, fenêtre. Voilà, c'est ceci. Partager. Je veux bien que quelqu'un me dise quand le partage est actif. Ça marche, là, ça marche. C'est bon. Ça marche, très bien. Donc, il y a un super outil déjà qui peut vous donner des idées que les patients que nous conseillons apprécient énormément. C'est planifier ses repas avec la fabrique à menu. Donc là, il prend 30 secondes. Je l'avais ouvert pour ne pas vous faire attendre, mais je vois que il s'est fermé. Bon, normalement, ça va être rapide. Donc, vous allez voir, c'est un bel outil. Vous allez lui dire... Ah, oui, d'accord. Alors là, il a déjà fait les menus. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. C'est un bel outil parce que vous allez lui dire combien vous êtes de convives à table. On va dire, on est 3. Quelles sont vos pratiques alimentaires? Je mange de tout, je mange sans porc ou je mange sans viande. On va lui dire, je mange de tout. Suivant. Je voudrais des trames de repas traditionnels avec entrée, plat, dessert ou entrée, plat ou plat, dessert. Je prends mon cas personnel, je suis plutôt plat, dessert. J'aime y passer du temps, oui, le week-end, mais prenons l'exemple où je n'ai pas le temps en semaine. Je voudrais des repas pour midi, pour le soir. Suivant. Définissons ensemble vos objectifs. Définir mes objectifs. En termes de consommation, de portions de fruits et de légumes, souhaitez-vous consommer 5 portions, allez, je vais le trouver exigeant, 4 portions. 4 portions de fruits et de légumes par jour. Pour les céréales complètes, est-ce que votre objectif, c'est d'en manger une fois par jour? Bon, on va dire que j'ai un ado à table. Lui présenter des féculents complets tous les jours, ça me paraît ambitieux. Je vais cocher 2 à 3 fois par semaine. Suivant. Pour les légumes secs, 1 fois par semaine. Pour les poissons, est-ce que c'est 2 fois par semaine? Oui, il me semble que 2 fois par semaine, ce n'est pas trop ambitieux. Et pour la consommation de viande, vous savez peut-être qu'on a tout intérêt à ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc, je vais dire que je vais m'orienter vers 2 fois par semaine. Et là, voir mon premier menu. Donc, il va générer pour 3 personnes des menus. Donc, vous voyez, il a généré une semaine qui va du mercredi 16 octobre au mardi 22. En général, il tient compte de la saison. Mes objectifs, je lui demande la vue hebdo. Et là, vous voyez qu'il a bien fait son travail. Il a généré des menus. Voilà pour la fabrique à menus. Maintenant, je voulais vous montrer aussi qu'il propose beaucoup de recettes, de plats équilibrés. Là, je suis allée tout à l'heure regarder le flan d'aubergine et de poivron. C'est une recette plutôt rapide, même s'il est marqué 5 minutes. Poulet coco banane, vous voyez, 20 minutes. La tarte au chocolat. Et pour finir, il y a des recommandations d'activités physiques adaptées. Et il y a également des recommandations pour l'équilibre alimentaire. Voilà, manger équilibré, ça veut dire quoi et comment y arriver, voir le contenu. Et il va vous guider sur le Nutri-Score, sur l'alimentation bio, qu'est-ce que ça veut dire, des conseils pour rythmer sa journée autour de 3 repas, comment varier l'alimentation sur la semaine. Voilà, j'ai pris 4 minutes. Donc, j'arrête le partage.
Merci beaucoup, beaucoup. On a déjà pas mal de questions et en parallèle, je voulais dire on a enrichi, on a pas mal de vos ressources, mais on a enrichi, donc tout est juste et dans nos annuaires. Donc on connaissait le réseau Oncodiète, mais c'est vrai que là, ce site est cette fabrique à menus. Moi, je trouve ça vraiment très original et peut vraiment aider parce qu'il y a aussi on en parlera peut-être tout à l'heure, mais souvent, en fait, on approche les choses comme si on était un malade tout seul. Mais un malade, souvent, bah, on est une maman, on doit faire aussi les repas pour tout le monde et c'est pas toujours Exactement. simple d'ajuster Oui, aussi ce qui est bien pour nous au moment où on se parle, avec le traitement d'équilibre entre eux, etc. Mais si on a des grands ados qui sont très très fins et qui font plein de sport, voilà, c'est bien compliqué sûr. de gérer aussi ça. Oui, Voilà. c'est très apprécié et depuis peu de temps, ils ont mis le volet éducation, c'est-à-dire les questions auxquelles j'ai répondu, est-ce qu'on veut manger plus de poissons, plus de féculents et c'est très éducatif. Alors, on a beaucoup de questions. Il y a une première question sur la différence entre un diététicien et un nutritionniste. Est-ce qu'il y a une différence? Et dans Oncodiète, il y a certaines personnes qui ont peut-être pris le train en cours. Comment vous faites pour être sûr que les diététiciennes ou les diététiciens soient voilà, des gens en qui on peut avoir vraiment tout. Oui. Alors, je réponds en premier à la deuxième question. On demande leur numéro d'ADELI, anciennement ADELI, maintenant RPPS. Donc, si on a un RPPS ou un ADELI, ça veut dire qu'on a eu son diplôme et qu'on est allé s'enregistrer sur les ARS. Voilà. On ne peut être oncodiète que si on a le diplôme de diététicien nutritionniste. Voilà. Quand on est diététicien, et là, ça répond à la première question, quand on est diététicien diplômé, et le diplôme dit d'État, parce que c'est pas un DE comme les infirmiers, mais on peut s'inscrire sur Oncodiète. Donc, être Oncodiète, ça garantit des professionnels formés. Et comme je vous l'ai dit, sur Oncodiète, on va encore plus loin parce qu'on leur demande un niveau, une formation supplémentaire. Voilà, ça c'est la première chose. Et il y a 2 professionnels qui ont droit au titre de nutritionniste, c'est les diététiciens diplômés ou les médecins qui ont fait une spécialisation. Mais là aussi, je sais que c'est pas facile à la première consultation avec un professionnel de demander le diplôme, mais c'est pas mal quand il est affiché en salle d'attente. Et on voit fleurir trop de coachs en nutrition. Ça ne veut rien dire. Je peux être coach en nutrition après avoir regardé 3 vidéos sur Internet. Je propose de prendre la question d'Audrey, parce que c'est assez classique comme situation, et quel que soit le type de cancer, c'est finalement, je suis une femme assez jeune, je suis soignée avec une chimiothérapie. Cette chimiothérapie, finalement, fait que mes règles s'arrêtent, donc mon cycle est bloqué. Et donc, est-ce que je suis automatiquement en ménopause précoce? Et est-ce que du coup, est-ce que c'est un facteur du coup automatiquement aggravant de la prise de poids? Alors, comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner la définition de la ménopause dans ces cas-là. Mais moi, ce que je vois avec les patientes, c'est que quand elles sont dans ce cas-là, effectivement, on peut voir une prise de poids de 2-3 kilos. Oui. Mais statuer sur le statut de statuer sur l'état de ménopause, j'en suis incapable. Oui, ça c'est après que c'est évalué, mais donc dans la pratique, ça oui. un risque complémentaire. Alors, je regarde en même temps. Oui, alors il y avait des questions. Est-ce que effectivement la ménopause induite ou la ménopause parce qu'on est en âge peut vous y répondre? Oui, est-ce que pour les végétaliens, les végétariens, ceux qui ont des régimes alimentaires un peu spécifiques, vous avez aussi des conseils à donner? Alors, c'est plus difficile de stabiliser son poids quand on est végétalien. Pourquoi? Parce que les protéines, en particulier protéines animales, vont avoir un effet satiétogène.
C'est-à-dire que les protéines animales consommées dans un repas vont éviter que vous ayez faim 2 heures après. Alors certes, avec quand on joue sur la complémentarité des acides aminés, quand on ne consomme pas de viande, de poisson, d'œufs, de lait ou de fromage, on peut avoir des protéines et jouer sur ces associations, mais c'est plus difficile d'avoir le même effet satiétogène. C'est pour ça qu'on va valoriser les légumes secs, par exemple, qui ont un effet également satiétogène. Moi, j'avais une question par rapport au fait que là, ce soir, on a aussi beaucoup de personnes qui vivent avec des maladies avancées ou métastatiques, donc avec des traitements au long cours. Donc là, plusieurs questions. C'est-à-dire qu'on doit gérer certains traitements du cancer, mais parfois aussi qui peuvent être autour, par exemple, des neuropathies, qui peuvent avoir aussi un impact sur la prise de poids. Et l'autre question, c'est le côté panier soins de support, remboursement d'un temps donné. Est-ce que vous connaissez dans votre région, par exemple, des solutions particulières qui seraient exemplaires, parce qu'on en a besoin, parce que finalement, quand la maladie, on va devoir y faire face, j'allais dire, à vie, et du coup qu'on va devoir adapter ses besoins en soins de support en fonction des moments, c'est aussi une grosse charge financière. Donc, est-ce que vous connaissez des solutions, notamment aussi de prise en charge pour ces soins de support pour les personnes qui sont pas dans l'après-cancer? Alors, à part les associations qui proposent gratuitement les soins de support, non, je connais pas de ressources, à part les exceptions comme Étincelle à Toulouse et tous les. Peut-être que toutes les grandes villes ont ce genre de ressources, mais si je dois parler pour tous les territoires, je ne peux pas m'engager à dire oui, vous pourrez trouver ce genre de prestations. Oui. Donc ça, c'était la deuxième question. Et la première, c'était? Et c'était finalement sur d'autres types de traitements, par exemple sur les douleurs neuropathiques ou autres, donc qui peuvent aussi participer à prendre du poids, mais est-ce que, en fonction du type de traitement, la façon de réagir, entre guillemets, la proposition de conseil peut être différente, ou finalement ça va être un peu la même chose? C'est la même chose, c'est l'alimentation équilibrée. Et ça, quand je dis ça, vous devez être déçus, mais l'alimentation équilibrée, finalement, pas grand monde qui sait ce que ça veut dire, et c'est vraiment ce que je vous conseille d'aller chercher auprès d'un professionnel. Et c'est accepter aussi son corps, ça peut être aussi des démarches avec des sophrologues ou de la méditation pour accepter son corps. Et l'acceptation du corps, ça évite aussi après les compulsions alimentaires. C'est une démarche globale à démarrer. Alors, il y avait une question, vous l'avez un peu évoquée, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut vraiment qu'on revienne sur une jeune femme qui dit qu'elle rencontre des personnes qui renoncent complètement à certains aliments tels que le sucre. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Donc... Alors, là, on va faire un peu de teasing. Ma dernière intervention avec vous, elle n'est pas encore prévue, mais j'aborderai tout ça, tous ces conseils, les idées reçues, les croyances, les fake news sur le lien nutrition et cancer. Donc, je ne répondrai pas ce soir. Bon, ok. Alors, il faut qu'on fasse une troisième conférence. Vous pouvez déjà avoir des éléments de réponse sur le réseau NACRE, N-A-C-R-E, où il y a des réponses très concrètes sous la forme de films sur le sucre et sont abordés également le jeûne et le régime cétogène. Ok. Laure, est-ce que tu veux encore poser une question ou... Je pense il y a beaucoup de questions, on en a déjà posé pas mal. Je propose qu'on donne la parole à nos témoins
Pourquoi? Parce que ça va nous transporter dans des vraies histoires, des vrais parcours, mais aussi peut-être des vraies solutions, des vraies rencontres aussi avec des associations, etc. Donc, et puis on continue à mettre vos questions. On ne pourra pas répondre à chaque situation individuelle, hein, comme on vous le disait, mais on essaiera aussi de reprendre un temps de questions un petit peu plus tard. Voilà. Alors, bonsoir. Nous, on est très heureux d'accueillir donc Toraya qui nous a rejoint. Bonsoir Toraya. Oui, bonjour. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, votre histoire, s'il vous plaît? Oui, alors, effectivement, moi, mon ami indésiré, je le connais depuis 2020. Donc, cancer du sein au départ, avec, j'ai eu tout eu, mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie et la fameuse hormonothérapie. Alors moi, je rejoins ce qui a pu être dit aujourd'hui, que certaines patientes arrêtent à cause de la prise de poids. Moi, j'étais pas prête à prendre du poids, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et du coup, malgré mes séances intensives, j'avais pris 3 kilos. Donc du coup, j'avais tout arrêté. Et alors, je sais pas si c'est lié, on m'a dit pas forcément, mais bon, voilà. Donc 2 ans plus tard, 2022, métastase osseuse. Donc là, c'est thérapie ciblée plus hormonothérapie et reprise de poids encore. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, c'était un problème parce que je ne savais pas vers qui me retourner. J'en parle à mon médecin traitant, il ne me donne pas de solution. J'en parle à mon oncologue non plus. Donc, j'ai cherché des solutions par moi-même, donc continuer le sport, mais je ne pouvais plus aussi intense du coup à cause des métastases osseuses. Et puis j'ai rejoint effectivement Patients en réseau où j'ai pu échanger grâce à MRCS avec beaucoup de patientes qui étaient dans la même situation et qui essayent bien que mal trouver des solutions. J'ai rencontré aussi un professionnel de santé dans le privé qui n'a pas de formation en oncologie, mais qui m'a, oui, parallèlement, je faisais aussi des périodes de jeûne thérapeutique et de jeûne sec et qui m'ont mis très très mal en fait. J'étais vraiment pas très bien, ça a baissé mon immunité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rencontrer ce professionnel qui était assez connu dans les réseaux et autres, voilà, et qui lui m'a déconseillé effectivement les jeûnes, quels qu'ils soient, du fait des traitements qui déjà affaiblissent le système immunitaire et que le corps a besoin de reprendre des forces. Et effectivement, en tout cas, pour ma part, au niveau de la prise de poids, je n'arrive pas à trouver de solution pour stabiliser en fait cette prise-là. Pour l'instant, j'en suis à 5, 6, 7, 8 kilos depuis 2020 de prise de poids, malgré une grosse activité physique, malgré j'ai l'impression d'avoir une alimentation équilibrée, en tout cas ce que m'a dit le professionnel que j'ai pu voir. Et puis, du coup, depuis récemment, malheureusement, la thérapie ciblée ne fonctionne plus, donc je suis passée à une chimio orale. Et a priori, la chimio orale, je ne pense pas qu'elle va régler les histoires non plus. Donc voilà. Donc Par contre, j'ai trouvé des éléments de réponse. J'attendais beaucoup cette visioconférence, cette conférence effectivement pour avoir des éléments de solution. J'ai appris pas mal de choses. Merci d'ailleurs que je vais encore essayer ces autres solutions. Formidable. Et donc, du coup, on pourra refaire un échange après puisqu'en fait, on a besoin de choses très pratiques. Et donc, merci Muriel si ça a pu apporter déjà à Toraya des réponses concrètes. Et puis, donc, merci pour ce témoignage très sincère. On voit bien la vraie vie, avec les moments où on arrête, les réalités de traitement que là, pour le coup, on doit prendre. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, au niveau des activités physiques, au niveau associatif, activités diverses, ou tu fais des choses particulières? Alors du coup, rien au niveau associatif. J'ai pris dans le privé. En fait, au départ, j'étais dans une salle de sport du coup qui était plus du tout adaptée. Effectivement, beaucoup moins cher, mais les cours ça allait pas. J'allais très mal après. Donc du coup, j'ai pu trouver en fait un spa qui fait, un peu pour les retraités entre guillemets, mais ça me convient très très bien. Où il y a une salle de sport, des cours adaptés, des coachs formidables.
Et puis ensuite, en fait, il y a un spa avec de l'eau assez tiède, chaude, qui me détend. Et je peux faire mes séances, j'en fais 5 à 6 heures par semaine. Mais pas de manière intense, de manière modérée. Et je marche régulièrement. Ça, c'est super déjà. Oui, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien au moral. Alors, par contre, ce qui est dur aussi, c'est par rapport au retour qu'on peut avoir de l'entourage. Parce qu'en fait, par exemple, si j'ai des amis que j'ai pas vus depuis très longtemps, je vais me recevoir, comme diraient les jeunes, entre guillemets, des balles perdues. Ah, mais qu'est-ce que t'as grossi? Ah ouais, t'as l'air en forme. Donc, alors que, en fait, c'est déjà compliqué parce que nous-mêmes, on n'est pas bien d'avoir pris du poids et on sait qu'on n'est pas bien parce que, mis à part la prise de poids, il y a aussi les douleurs, il y a aussi pas mal de choses qui s'y ajoutent et de recevoir ce type de, voilà, c'est aussi très compliqué. Donc, parfois, il y a des gens que je veux même pas voir, en fait, juste par rapport à ça. En tout cas, nous, on vous trouve magnifique. C'est gentil, merci. Merci. Ouais. Merci. Et du coup, on va accueillir le témoignage de Leslie aussi. Donc, Leslie qui, elle, est soignée pour un cancer du poumon et qui fait partie des personnes qui ont une expérience assez nouvelle en fait dans cette maladie. Donc, merci beaucoup à toi, Leslie, de porter la voix de ces très nombreuses patientes et patients Voilà, qui là, je vais sont étonnés de représenter, prendre des kilos. voilà, je vais représenter tous les patients poumons parce qu'effectivement, c'est pas une pathologie dans laquelle on s'attendrait à prendre des kilos. Mais si, parce que quand on cumule en fait toutes les causes qui ont été énoncées, donc moi, je suis malade depuis 2016 d'un cancer du poumon, donc avec mutation ROS1. Donc, j'ai reçu voilà, des thérapies ciblées, mais j'ai reçu aussi, dans le cadre de ce traitement, de la chimiothérapie avec de la radiothérapie. Donc là, ménopause précoce. Donc, avec l'efficacité de certaines thérapies ciblées qui étaient en ma défaveur, j'ai dû prendre des corticoïdes. Donc, bon, là, les corticoïdes, on sait, ah bah oui, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. Bon, on se dit, bon, ça ne va pas durer longtemps, donc voilà, on mange un petit peu, c'est bon. Puis après, on repasse en thérapie ciblée, et puis là, progressivement, on ne comprend pas trop, on prend les kilos, bon, on a en fait l'hypercholestérolémie au niveau biologique qui est là, donc on prend des traitements contre l'hypercholestérolémie. Et puis, ça monte. Entre voilà, la ménopause, entre la thérapie ciblée qui maintenant, je sais, a un effet sur la satiété. Donc, en fait, moi, je n'ai pas tellement des fringales, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter de manger au niveau des repas. Donc, c'est vraiment sur ça que ça joue. Et j'ai un ado à la maison. Donc, je clique ça aussi, je peux cocher la case. Et voilà, quoi. Donc, moi, j'ai bien pris, je pense, 20 kilos par rapport à ma toute jeunesse, quoi. Donc, j'ai essayé de mettre des choses en place aussi. Hein. Donc, bon, je mange moins de viande. J'ai jamais mangé aussi vert de ma vie, mais ça ne fait strictement rien. J'ai eu des consultations de diététique avec Étincelle à Paris. J'en ai eu aussi avec la PHP, mais c'est vrai que voilà, ils ont plus l'habitude de voir des dénutritions que des prises de poids. Et puis je marche beaucoup grâce à Kipling avec l'association. J'ai même pris un chien. Donc là, pour vraiment être obligée de sortir. Je fais de la gym qui n'est pas adaptée maintenant, donc j'essaye de suivre les retraités et de m'y mettre, mais rien n'y fait. Rien n'y fait parce que j'essaye d'un autre côté, j'essaye quand même de garder un côté social, quoi. Donc, bon, voilà, je peux sortir, je peux être en famille. Et puis en même temps, je me dis, faut profiter de la vie de temps en temps, quoi. Donc, c'est ça aussi, trouver l'équilibre entre, il faut profiter de la vie, puis il faut faire attention. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la solution. Je suis désolée. Mais sauf vraiment de bien prévenir les patientes que voilà, les thérapies ciblées, ça va vite, quoi. Il faut vraiment, vraiment être très, très prudente avec ça. Donc, voilà mon parcours.
Je peux vous poser une question, Leslie? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez réussi à stabiliser le poids depuis quelques mois? J'avais réussi à stabiliser. Bon, je ne vous cacherai pas, j'ai pris 1 kilo cet été, mais je ne sais pas d'où il est sorti. Je ne sais pas. Mais sinon, c'était assez stable, ouais. Mais ça, bravo. Bravo. Parce que Ouais, c'est déjà bon. très, très bien. Ouais, j'aurais bien aimé stabiliser plus bas, quoi. C'est ça. Je comprends. Je sais bien. Mais déjà, la stabilité, c'est une belle victoire. Docteur, Ouais. Madame Rich, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez réagir par rapport aux 2 témoignages qu'on a eus, par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous avez entendu, voilà. Oui, alors j'ai lu que dire que la prise de poids était un facteur de risque en cancéro, c'est très culpabilisant et je le sais bien et je l'entends fréquemment. Je vais modérer mon propos. Moi, sur un plan professionnel, je ne peux pas ne pas le dire. N'empêche qu'on ne trouve aucun chiffre qui dit quelle est la proportion de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que des études ont montré ça, mais le risque est faible. Voilà, je tiens à rassurer les gens pour qu'ils arrêtent de culpabiliser. Il y a eu des études qui ont montré ça, mais peut-être que dans 10 ans, les études montreront autre chose. Et le risque est quand même faible. Voilà. Donc, je sais que ces études, quand elles sont sorties, elles n'ont pas aidé les gens, parce que c'est la double peine, comme me disent les femmes en atelier. Et quand on entend ça, c'est la triple peine. Voilà. Donc, faisons attention, prenons du recul pour savoir quelle est la proportion de risque qu'il y a également, et il y aurait quand on a un IMC supérieur à 25 ou 30. Voilà. Merci. Alors, Leslie, j'ai besoin de toi, ne pars pas. Il y a Jean-Paul qui nous dit qu'on a des messages qui lui semblent très féminins. Alors, puisque tu es sur mon réseau cancer du poumon, qu'est-ce que disent les hommes? De quoi auraient-ils besoin? Quels sont les messages spécifiques que tu peux lire sur le réseau auxquels qu'on peut peut-être sur lesquels on peut interpeller Madame Rich? Il y en a, enfin, moi, je pense, voilà, je ne vais pas le citer, mais voilà, il se reconnaîtra, quelqu'un du Sud qui était très, très sportif et qui a encore monté d'un cran, c'est-à-dire qu'il marchait déjà beaucoup et il s'est mis au vélo et voilà, et il a réussi à gérer, je ne sais pas jusqu'où il a réussi à gérer, mais en tout cas, les débuts ont été bien, quoi. Mais parce qu'il faisait énormément de vélo. Moi, du coup, le sport, je pense. Plus de sport. Mais en fait, il y a une question qu'on voulait aussi vous poser, c'est finalement parfois est-ce que vous étiez finalement informé du fait que soit cette étape de traitement, soit ce traitement particulier pouvait donc influencer votre poids et que du coup, j'allais dire, il fallait y penser. C'est-à-dire que, est-ce qu'on vous a donné des infos? Parce que moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, comme on ne sait pas et que tout le monde, on arrive plutôt avec des idées comme quoi le cancer va nous affaiblir, qu'on va avoir des nausées, qu'on va vomir, qu'on va perdre du poids. En fait, on a beaucoup de gens qui, à des moments intenses des traitements, vont plutôt nous inciter à nous faire plaisir entre deux nausées, à manger plutôt un peu plus ou des trucs un peu plus festifs, entre guillemets. Et c'est parfois plusieurs mois après qu'on réalise, ah mais non, mais votre traitement, en fait, ça fait grossir, vous auriez dû faire attention. Et puis j'en profite pour dire, et c'est souligné dans le chat, que là on a parlé de différents types de traitements, on n'a pas évoqué l'immunothérapie. Certaines personnes qui reçoivent de l'immunothérapie prennent aussi des kilos avec ces traitements-là. Donc voilà, première question, donc pour Leslie, pour Thoraya, et peut-être aussi une réflexion avec vous, Muriel, sur est-ce que c'est important d'informer les patients et pour qu'en fait, on ajuste aussi notre posture au moment des traitements. Alors, oui, c'est important d'informer et je reconnais que sur les thérapies ciblées, l'immunothérapie, on n'avertit pas. À ce jour, à Toulouse, on ne le fait pas de façon systématique. Et parce qu'on
on n'a pas encore assez de recul. Et qu'il faudrait identifier quels sont les traitements et la proportion de gens qui prennent du poids avec ces traitements. Et... Moi, je vais être plus dur, c'est qu'envers l'équipe médicale, non seulement ils avertissent pas, mais quand on aborde le sujet, pour eux, c'est vraiment un truc… oui, voilà. Certains, je le sais. Moi, j'ai démarré les consultations à la Ligue de Toulouse il y a 15 ans. Et à l'époque, pour toutes les personnes qui nous disaient mais j'ai l'impression que depuis que je prends les hormones, je prends du poids. Quand on en parlait à nos oncologues ici, ils nous disaient non, c'est parce qu'elles font moins d'exercice, les personnes. Voilà. Et il a fallu attendre 5 ou 6 ans pour que les études montrent que c'était réel et qu'on a pu répondre aux personnes en consultation. Oui, 1 personne sur 2 sous hormonothérapie prend du poids. Moi, j'ai posé la question après de changer de traitement sur la chimio orale. Je n'ai pas de réponse. L'oncologue n'a pas pu me répondre s'il y avait une prise de poids ou pas. Mais oui, parce qu'ils attendent qu'il y ait un peu plus de recul, plus d'études. Bon, après, ça, c'est normal. Hein, on peut pas faire des généralités à partir d'un traitement. Non, mais moi, de la même façon, j'étais au début, en fait, des thérapies ciblées. Donc, effectivement, et en pneumo, c'était encore différent. En pneumo, il fallait déjà qu'ils nous entendent qu'on prenait du poids et qu'on n'en perdait pas. Eux, ils étaient contents. Mais oui, je crois, oui, qu'ils étaient contents. Alors, j'ai une question et Leslie l'a mise d'ailleurs sur la plateforme parce qu'elle nous en a parlé quand on a préparé cette réunion. Elle a dit, en fait, on nous avait pas expliqué les modifications graisse, muscle qu'on peut avoir soit par la ménopause induite, soit par… voilà. Donc, est-ce que vous pouvez… est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter cette transformation, cette perte de muscles, à part l'activité, ça en a bien… Voilà, c'est l'activité physique et s'assurer d'avoir un bon apport en protéines. Voilà, mais là aussi, le bon apport en protéines, vous l'évaluerez avec le professionnel que vous allez rencontrer. Parce que le bon apport en professionnel de monsieur A n'est pas le même que celui de monsieur B. On a tous des représentations différentes sur les quantités de protéines à consommer. Mais après, on arrive maintenant à le mesurer. C'est-à-dire que nous, on s'est équipé il y a quelque temps de ce qu'on appelle un Z-Matrix, c'est le seul outil validé en cancérologie pour aller mesurer la proportion de masse maigre et de masse grasse. C'est-à-dire le muscle et le tissu adipeux. Voilà, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait abordé dans une précédente webconférence, c'est qu'on peut aussi arriver à ces traitements avec par exemple du surpoids, une situation d'obésité, et pour autant il peut y avoir des personnes qui avec leur traitement se dénutrissent, qui ont l'air d'avoir entre guillemets des kilos en trop, mais qui en fait où il y a vraiment une problématique importante entre guillemets de proportion. Donc en fait c'est vrai que c'est quand même très compliqué l'impact de ces traitements sur notre corps et cette répartition muscle-graisse. Et tout ça pour dire que ce qui est vraiment, je crois aussi un message, c'est que c'est important de faire attention à ce qu'on mange, à la qualité, à comment on organise, etc., qu'on ajuste éventuellement. Mais c'est en fait tout autant important de réfléchir ou de proposer une activité physique j'allais dire en même temps, c'est-à-dire que de faire que attention à ce qu'on mange, ça sert pas à grand chose, puisqu'en fait l'idée c'est que pour se sentir bien aussi, l'idée c'est de se sentir bien, il faut aussi bouger. Et du coup, ce qui est ressorti aussi parmi les j'allais dire témoignages ou difficultés, c'est que on peut aussi avoir des douleurs, notamment des douleurs articulaires. Et je sais que dans vos différents traitements, vous avez l'une et l'autre vécu ça, et donc même parfois ne marcher n'est pas toujours si simple, donc voilà, et qu'il faut souvent trouver à la fois quelque chose de un peu d'endurance douce et puis de temps en temps essayer de entre guillemets de faire un peu chauffer la machine. Est-ce que vous avez des retours ou est-ce que vous avez l'une et l'autre donc entre la marche, la natation? Moi, c'est la natation, en fait. Qu'est-ce qui vous fait du bien? J'ai des métastases osseuses aussi, donc du coup, donc ça même avec les douleurs, ça passe. Je peux faire des cours d'aquagym, je peux monter en cardio, et je fais un peu de musculation aussi, mais alors pas de charge lourde, mais pour aussi travailler le muscle, parce que j'ai une perte musculaire, je le sens bien. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai retrouvé, pour avoir tout essayé,
c'est vraiment la natation qui me fait du bien, moi. Mais bon, ça me fait pas perdre de poids, hein, mais déjà Non, mais vous faites du muscle et ça modifie l'allure, la silhouette. non, le ventre, il est toujours là. Hein. C'est le ventre que j'ai. Mais les cuisses sont galbées. Bah, les cuisses, ça va. Mais le ventre, ouais, c'est vrai qu'il est. Très bien. Moi, c'est la marche qui entraîne un processus inflammatoire et je fais des périostites tibiales, en fait. Donc, là aussi, je ne peux pas marcher autant que je voudrais. Hein, ça, c'est clair. Parce qu'il y a une activité, pardon, Oriane, je rebondis et je te laisse après, pardon. Moi, j'ai découvert relativement récemment, on connaissait notamment dans le cancer du sein, il y a pas mal de kinés qui proposent du Pilate rose, enfin donc du Pilate qui va permettre de retravailler un peu les choses. Et plus récemment, en fait, il y a eu vraiment une proposition qui a l'air assez intéressante d'aviron. Et même l'aviron en salle, hein, donc le rameur en gros, qui semble être assez intéressant parce qu'en fait on n'est pas sur ses jambes, enfin, c'est moins difficile pour les personnes qui ont des douleurs pour marcher, etc. Mais ça fait travailler tous les muscles, des jambes, du dos, des bras, etc. Donc je ne sais pas si c'est adapté à toutes les situations, à tous les types de cancers, toutes les chirurgies et leurs séquelles, mais il y a des programmes proposés avec des kinés formés différentes associations ou différents réseaux qu'on retrouve aussi dans nos différents annuaires, par exemple. Oui, là sur le chat, beaucoup de personnes disent Avirose avec Jocelyne Roland, qu'on connaît bien puisqu'on l'a fait intervenir, on l'a déjà fait intervenir plusieurs fois, qui est kiné sur RKS, si je ne me trompe pas, et les réseaux kinés du sein. Moi, j'avais une question parce que beaucoup de femmes disent rapportent des douleurs articulaires, etc., sous traitement. Elle demande est-ce qu'il y a certains aliments qui peuvent accentuer ces douleurs ou au contraire d'autres alors qu'il faudrait éliminer. Est-ce que vous avez une notion? Non, le super aliment n'existe pas et l'aliment toxique pour les douleurs articulaires n'existe pas. Je suis désolée, je sais que c'est des réponses qui sont pas satisfaisantes, mais qui sont honnêtes. Et ce qui est important, c'est aussi de balayer toutes les les idées reçues. Donc, c'est très bien. L'honnêteté, c'est ce qu'on cherche, de dire qu'effectivement, il n'y a pas d'aliment miracle. Laure, est-ce que tu souhaites poser encore une question Alors, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, mais peut-être que Toraya ou Leslie, vous avez une question à poser à Muriel, d'autres retours. Sinon, on va tester la fabrique à menu et on vous en reparle. Et les recettes. La tarte au chocolat. On teste. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'était alors bientôt le 3e, alors avec les fake news et voilà. On vous tiendra au courant. Merci à tous les gens qui sont connectés. Merci à Madame Riche, merci Leslie, merci Toraya pour vos témoignages. N'oubliez pas, il y a un questionnaire qui va vous être envoyé et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci aussi. Au revoir.